Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette visite guidée virtuelle de l'exposition Hypnose. Donc, je suis Constance Mouchel, chargée de communication numérique au Musée d'Art de Nantes. Et vous allez passer 1 heure avec Pauline Lejossic, qui est médiatrice au musée et qui sera votre guide pour cette visite, tandis que je serai vos yeux sur la version virtuelle de l'exposition. L'exposition Hypnose, elle a ouvert le 14 octobre 2020 et elle s'est interrompue au bout de 2 semaines, pendant de très longs mois, lors de la fermeture du musée. À la réouverture en mai 2021, nous n'avons pas pu proposer de visite guidée dans l'exposition en raison des jauges réduites qui ne permettaient pas d'accueillir en même temps des visiteurs et des groupes en visite guidée. Donc, c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui ce temps de visite qui est un format complètement inédit pour le Musée d'Art de Nantes. L'exposition, elle a été donc virtualisée pendant la fermeture du musée afin de la proposer sous une autre forme que réelle au plus grand nombre, malgré tout, même si elle n'avait pas pu être reportée. Par chance, elle a pu être reportée. Vous avez pu la voir pendant quelques semaines. Cette virtualisation, elle a été réalisée par le prestataire Notoriou, qui est notamment spécialisé dans la virtualisation d'espaces et d'expositions et qui en réalise pour d'autres musées, par exemple. Vous avez à l'intérieur un grand nombre de contenus, des visites vidéo en langue des signes, des visuels haute définition, des vidéos des œuvres qui sont animées, les cartels, donc les petits textes explicatifs autour des œuvres. La visite va durer environ 1 heure, donc je me déplacerai dans la version virtuelle de l'exposition pour illustrer le propos de Pauline, mais vous pouvez bien sûr vous rendre vous-même sur cette expo virtuelle dont je vous donnerai le lien dans le chat si vous voulez faire la visite un peu à votre rythme, donc un peu comme si vous étiez en visite guidée réelle et que vous voulez encore un petit peu traîner dans une salle que vous venez de découvrir alors que le reste du groupe aura déjà progressé avec le guide. Donc, vous pourrez poser vos questions librement pendant la visite sur le chat qui se situe à droite de votre fenêtre Livestorm. Donc, Audrey, Claire, que vous ne voyez pas mais qui sont avec nous ce soir, vont récupérer vos questions et nous les donnerons. Nous tenterons d'y répondre, mais peut-être pas à toutes. Donc, dans ce cas, si vous souhaitez vraiment une réponse, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Nous avons vos coordonnées. Nous pourrons vous envoyer un mail plus tard pour vous répondre. Vous pourrez vous aussi répondre à votre tour à des questions grâce à l'outil sondage qui est situé juste à côté du chat lors de quiz qui seront proposés par Pauline pendant la visite. Et en cas d'interrogation et de problèmes techniques, Fabienne se tient à votre disposition. Je vous ai mis son numéro de portable dans le mail que je vous ai envoyé pour préparer la visite de ce soir. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains et vous souhaite une bonne visite. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Je me présente, je m'appelle Pauline Lejossic, chargée de médiation au Musée d'Art de Nantes. Et c'est donc moi qui vais animer cette visite qui va durer environ 1 heure. Merci à Constance pour la présentation de l'événement. On va donc démarrer, vous le voyez déjà à l'écran, dans le couloir qui mène aux salles d'exposition. Un couloir dont la scénographie évoque déjà un peu la thématique, et c'est dans cet espace que je vais introduire, contextualiser l'exposition Hypnose. Tout d'abord, c'est important de préciser que l'exposition Hypnose se concentre sur la conception occidentale que nous avons de l'hypnose, c'est-à-dire celle qu'on peut avoir en Europe, en Amérique du Nord, mais l'hypnose est présente dans de nombreuses parties du monde. On peut penser par exemple à la transe des derviches dans la religion musulmane, au rituel vaudou, à la transe chamanique. Bref, l'hypnose est présente un peu partout, mais elle ne recouvre pas les mêmes usages ni les mêmes significations. Donc, on va vraiment se concentrer sur le prisme occidental de l'hypnose dans cette visite. Cette visite permet aussi d'explorer cette thématique. Le terme en lui-même d'hypnose s'est développé, s'est diffusé dans la seconde moitié du 19e siècle par l'intermédiaire d'un grand clinicien qui s'appelle James Braid, qui a inventé, perfectionné plusieurs méthodes d'induction hypnotique, de plongée dans l'état hypnotique. Auparavant, on parlait de fascination, et c'est vraiment au 19e siècle que ce mot d'hypnose se diffuse. Si on doit donner une définition de l'hypnose en quelques mots, on peut dire qu'elle se caractérise par un état modifié de conscience, à distinguer de l'état de pleine conscience dans lequel je me trouve actuellement, et le sommeil, c'est vraiment un état modifié de conscience, un état intermédiaire. L'exposition Hypnose prend cadre dans un contexte où l'hypnose revient en force dans le monde occidental. Elle bénéficie d'une meilleure perception. Elle est plus connue aussi du grand public depuis environ une trentaine d'années.
Elle fait à nouveau son entrée dans les facultés de médecine. Elle est utilisée couplée à des séances de psychologie, en accouchement, pour le bien-être. On l'utilise aussi, par exemple, pendant les périodes de confinement, on l'a utilisé dans le milieu scolaire, dans le monde de l'entreprise pour ses vertus en termes de concentration. Donc vraiment une meilleure image de l'hypnose depuis une trentaine d'années. Mais pour autant, c'est une thématique qui a été très peu traitée par les musées. Et c'est ce qui fait toute l'originalité de l'exposition Hypnose présentée au Musée d'Art de Nantes. Cette exposition, elle se propose d'explorer une facette plus particulière de l'hypnose, à savoir les liens qu'elle entretient avec l'art. Ces relations, elles sont riches, complexes, évolutives, elles changent avec le temps, mais on peut les synthétiser autour de 3 angles, 3 approches. Tout d'abord, l'hypnose sert de source d'inspiration pour les artistes. On a par exemple des œuvres qui se basent sur des modèles hypnotisés dans les salles d'exposition. L'hypnose peut être aussi utilisée comme ressource créative. On a des artistes qui vont se plonger en état hypnotique pour créer des œuvres qui seront nécessairement différentes parce qu'elles résultent de cet état modifié de conscience. Et enfin, l'hypnose peut être utilisée comme vecteur pour instaurer une nouvelle relation entre l'œuvre et le public. Et à ce titre, on va trouver dans l'exposition des œuvres qu'on peut qualifier d'hypnotiques ou d'hypnotisantes. Le parcours qu'on va faire ensemble, vous allez le voir grâce au petit outil plan, il va se faire en 2 temps. Donc nous, on se trouvait là dans le couloir qui mène aux salles d'exposition où est répété ce mot hypnose. Et dans un premier temps, on va découvrir un parcours historique qui retrace ce dialogue entre hypnose et art du XVIIIe siècle à aujourd'hui, qui se déployait dans un des niveaux du Cube, le bâtiment dédié à l'art contemporain au musée d'art. Donc c'est le bâtiment que vous avez sous les yeux. Puis dans un deuxième temps, on va pouvoir découvrir une installation immersive conçue par un artiste contemporain américain qui s'appelle Tony Oursler, qui a conçu spécifiquement une installation qui fait écho au parcours historique, mais qui l'insère aussi dans des questionnements plus contemporains, plus actuels et qui font écho à l'œuvre aussi de l'artiste. On va pouvoir maintenant se plonger dans les salles et Constance va nous approcher peu à peu de l'entrée de l'exposition. On va pouvoir pénétrer dans la première section de l'exposition, la première salle. Et là, on va faire un bond dans le temps. On se retrouve au XVIIIe siècle avec une thérapie inventée par un médecin prussien qui s'appelle Franz Anton Mesmer, qui va inventer ce qu'on appelle le magnétisme animal, du nom de son inventeur. Je vais vous expliquer ce concept, mais tout d'abord, je voudrais vous préciser pourquoi on démarre au XVIIIe siècle avec cette thérapie. Ce n'est pas à ce moment-là que l'hypnose a été inventée. En réalité, l'hypnose, c'est quelque chose de très ancien. On a même retrouvé un papyrus de l'Égypte antique qui date d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, qui détaille une méthode d'induction hypnotique. Donc l'hypnose est quand même quelque chose de très ancien, mais on démarre au XVIIIe siècle avec le magnétisme animal parce qu'il permet de comprendre la conception que nous avons aujourd'hui de l'hypnose dans le monde occidental. Vous allez le voir, ce magnétisme animal, il implique un relâchement des corps, de franchir les barrières comportementales qui nous sont assignées en état de pleine conscience. Et il va aussi instaurer un nouveau rapport entre le corps et l'esprit où l'imagination joue un rôle clé. Et ce sont 2 notions qui sont importantes pour comprendre l'approche qu'on a aujourd'hui de l'hypnose. Mais alors, le magnétisme animal, qu'est-ce que c'est ? Mesmer va inventer un concept, celui d'un fluide magnétique, un fluide physique, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui traverserait l'ensemble des éléments sur Terre. Alors aussi bien les êtres humains, les animaux, les plantes que les objets. Et ce fluide, selon Mesmer, serait garant d'une forme d'harmonie universelle. Dès lors, il va avancer que l'ensemble des pathologies proviennent d'une dérégulation du fluide. Et il va se proposer de les guérir en rétablissant cette circulation. Alors, comment il va procéder ? Tout d'abord, il va développer sa thérapie à Vienne et il va procéder par toucher manuel. Donc, il va toucher directement ses patients avec ses mains ou à l'aide d'une baguette. Puis, il va poser des aimants sur le corps des malades. Et enfin, vers 1778, il va se rendre à Paris. Et là, sa thérapie va atteindre un nouveau stade, celui des cures collectives. Et il va faire fabriquer, vers 1780, plusieurs objets comme celui que vous avez sous les yeux, qu'on appelle un baquet à magnétiser ou baquet de Mesmer. Alors, vous voyez, c'est un objet assez curieux, assez imposant, en bois. Et là, si vous souhaitez, on vous propose de jouer avec nous un premier petit quiz pour deviner ce qui se trouve, selon vous, à l'intérieur du baquet.
Donc, si vous voulez participer, il faut que vous sortiez du mode plein écran, que vous utilisiez la fenêtre latérale qui se trouve à droite de votre écran, dont vous parlez Constance tout à l'heure. Vous cliquez sur l'onglet sondage et vous pouvez participer à ce premier quiz. Et ensuite, je reviendrai bien sûr sur le contenu du baquet. Donc, je vous le disais, un objet assez imposant qui d'ailleurs n'était plus présent au moment où on a fait cette modélisation 3D, mais on peut voir à quoi il ressemble grâce à cette photographie. Les patients se retrouvaient autour du baquet et pouvaient utiliser soit les tiges métalliques, soit les cordes pour se connecter au baquet. Ils appliquaient les tiges ou les cordes sur les parties souffrantes de leur anatomie et ce contact était censé provoquer une forme de crise qui s'apparentait à une crise nerveuse qui provoquait tout un panel de réactions assez extrêmes. On pouvait avoir des tremblements, des personnes qui se mettaient à rire aux éclats, à fondre en larmes. On pouvait aussi avoir des gens qui se mettaient à pousser des cris d'animaux. Bref, des réactions assez extrêmes, mais qui étaient nécessaires, selon Mesmer, pour rétablir la circulation de ce fluide magnétique. À quoi ressemblaient les cures? On a plusieurs représentations dans l'espace d'exposition. On va s'arrêter plus particulièrement sur une peinture qui donne à voir plus précisément à quoi ressemblaient ces séances de cure qui avaient lieu dans des hôtels particuliers. On voit que c'est plutôt des gens de la bonne société qui y prennent part. On dit qu'il y a même des membres de la cour qui ont pris part aux séances de cure mesmériques, qui ont rencontré un vrai succès dans le Paris du XVIIIe siècle. Donc on voit ces gens qui se retrouvent autour du baquet et cette disposition circulaire, elle est importante pour comprendre la mise en scène, la théâtralité de ces séances de cure. Puisque quand un des patients commençait à être épris par les symptômes dont je viens de vous parler, ces symptômes de crise nerveuse, eh bien l'ensemble des autres malades pouvaient le voir et pouvaient être contaminés par ces symptômes de crise. Donc ils s'entraînaient les uns les autres dans la crise. Tout cela se passait dans une ambiance assez tamisée. Et à l'acmé de la crise, les patients étaient conduits par Mesmer ou par un de ses assistants dans des petits cabinets adjacents, dont on devine la présence avec cette fenêtre qui est entrouverte à l'arrière-plan du tableau et qui a donné du grain à moudre d'ailleurs aux ennemis de Mesmer qui y ont vu des dérives sexuelles puisque les patients étaient surtout des patientes et on a accusé Mesmer et ses assistants de profiter des jeunes femmes qui venaient participer à ces cures. Ces gens se retrouvaient donc autour du baquet, ils étaient conditionnés et dans ce baquet, qu'est-ce qui se trouvait dans ce baquet? Eh bien, en réalité, il y avait un mélange d'eau magnétisée. Alors, il y avait de l'eau, bien sûr, des plantes médicinales comme de la lavande, de l'hysope, des aimants, dont on a déjà un peu parlé, et des bouteilles de LED. Les bouteilles de LED, ce sont l'ancêtre du condensateur. Ce sont des fioles à moitié remplies d'eau et chargées en électricité. C'est un moment où on pressent la présence d'électricité dans le corps humain et au XVIIIe siècle, il y a des thérapies électriques qui commencent à être proposées et Mesmer va s'en inspirer pour développer le magnétisme animal. Donc, vous voyez toute une théâtralité de la séance de cure. Il y a un dernier élément qui participe à cette mise en condition, c'est la musique dont on devine la présence avec cette joueuse semble-t-il, de clavecin. Mais en réalité, il y avait plusieurs instruments qui étaient utilisés par Mesmer pendant les séances de cure. On va vous montrer un exemple d'instrument qui était présenté dans l'espace d'exposition. C'est un instrument qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui faisait véritablement fureur dans les cours européennes du XVIIIe siècle, inventé par Benjamin Franklin en 1761, qui s'appelle l'harmonica de verre. L'harmonica de verre, comme son nom l'indique, a une pièce maîtresse. Ce sont ces coupelles de verre, ces différents disques de verre qui sont montés, on va le montrer sur une photographie qui permet vraiment de détailler l'instrument, qui sont montés le long d'un axe latéral qui peut tourner à l'aide d'un système de poulie ou d'une manivelle et est activé par une pédale. Pour en jouer, l'instrumentiste doit humidifier le bout de ses doigts, les tremper dans de l'eau, puis il va passer ses mains sur les disques de verre. Et vous allez l'entendre, ça produit une sonorité très particulière, surtout à notre oreille contemporaine. On va vous faire écouter une vidéo de la Philharmonie de Paris qui permet de redécouvrir le son de cet instrument.
Donc, je vous le disais, l'harmonica de verre a rencontré un vrai succès, mais il a aussi été associé au magnétisme animal qui a bénéficié d'une large reconnaissance au XVIIIe siècle, mais aussi de fortes oppositions, notamment de la communauté scientifique, qui voyait d'un très mauvais œil le magnétisme animal et Mesmer, qu'ils assimilaient à un charlatan, qu'ils accusaient de manipuler ses patients et de profiter aussi de la vertu de ses patientes. Donc, cette communauté scientifique va faire pression sur le roi de France, sur Louis XVI, pour qu'il fasse interdire la pratique du magnétisme animal, ce qu'il va faire. Donc, on a une interdiction de la pratique du magnétisme animal. Mesmer va quitter la France, mais pour autant, l'aventure magnétique se poursuit et Mesmer va avoir de nombreuses émules en Europe qui vont poursuivre, adapter ces théories. Avant de poursuivre plus avant, je vais répondre à une question qui m'a été posée, je crois. Alors, c'est plus moi, Constance, qui vais pouvoir y répondre. On me demande si la visite sera visible sur le site. Alors déjà, vous pourrez tous la retrouver en replay. Le replay sera automatiquement envoyé en fait sur vos adresses mail avec lesquelles vous êtes inscrits. Et ensuite, nous pourrons bien sûr diffuser cette vidéo sur le site internet du musée. Voilà, on a pu répondre à cette première question. N'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous avez des questions tout au long de la visite, on tâchera d'y répondre à des moments voulus ou à la fin de la visite également. C'est bon, vas-y. C'est bon. Donc, on va poursuivre cette visite en découvrant la deuxième section qui correspond à une adaptation en réalité du magnétisme animal qu'on appelle le somnambulisme artificiel. C'est un concept qui a été théorisé par un disciple de Mesmer qui s'appelle le marquis de Puységur, qui a appelé son concept le somnambulisme artificiel pour le distinguer du somnambulisme naturel qui intervient pendant le sommeil. Puységur a décidé d'adapter la théorie de Mesmer. Il a laissé de côté un certain nombre d'outils utilisés par Mesmer, comme certains objets qui permettaient de faire circuler le fluide magnétique. Il va aussi délaisser l'existence du fluide magnétique physique, qui était quelque chose d'assez moqué de la part de la communauté scientifique, pour se concentrer sur la relation psychique entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Dans cette relation, l'hypnotisé est plongé dans un état paradoxal. Il est à la fois dans un état modifié de conscience et doté de ce qu'on pourrait appeler une forme de sixième sens. Ce sixième sens, il prend plusieurs manifestations. Ça peut se traduire par des capacités sensibles hors du commun. À l'exemple de cette peinture de Maximilian Pirner qui nous montre une jeune femme qui déambule le long d'une corniche la nuit, les yeux clos, mais qui semble tout à fait pouvoir trouver son chemin. Donc, on prêtait à cet exemple aux somnambules le fait de pouvoir voir les yeux fermés. Il y a d'autres somnambules dont on disait qu'ils pouvaient voir aussi à l'intérieur des corps, donc repousser les limites physiques qui nous sont imposées en état de pleine conscience. On avait aussi des phénomènes de transposition synesthésique, de transposition des sens. On a aussi des somnambules qui vont développer des capacités cognitives extraordinaires en état de transe somnambulique. Ils vont être capables de mener des réflexions philosophiques très abouties, de faire des prédictions. Certains sont aussi dotés de dons artistiques extraordinaires en état de transe. Bref, vous l'aurez compris, cette figure du somnambule, qui est souvent une figure féminine, une somnambule, a quelque chose de fascinant et elle va attirer les artistes dans un moment, au début du 19e siècle, où on pressent un étagement des couches d'âme. Alors, on ne peut pas parler de conscience et d'inconscience, on n'est pas encore dans Freud, mais on pressent quelque chose de cet ordre-là. Et la figure de la somnambule va vraiment cristalliser les passions et on va avoir de nombreuses représentations de somnambules au 19e siècle. Alors, il y a des mouvements artistiques qu'on attend plutôt sur ce terrain, comme le romantisme qui va s'intéresser au ressenti intérieur, ou encore le symbolisme qui s'intéresse au mysticisme, aux phénomènes paranormaux, mais aussi des artistes qu'on attend moins dans ce champ, comme Honoré de Balzac, qui est plus connu pour ses romans naturalistes, ou encore Gustave Courbet, qui nous donne à voir dans cette exposition
une voyante ou somnambule, le nom de ce petit tableau qu'on vous montre. Donc, tout un panel d'artistes qui s'intéressent à cette figure de la somnambule, mais je voudrais m'arrêter sur une autre peinture qui permet de montrer toute la force de la mythologie qui s'est bâtie autour de cette figure. Il s'agit d'une peinture de Gabriel von Max, qui présente un modèle dans une représentation assez ambiguë. Alors là aussi, si ça vous intéresse, on vous propose un deuxième petit quiz où on essaie de vous faire deviner ce qu'est en train de faire la personne qui est représentée par Gabriel von Max. Qu'est-ce que nous donne à voir le peintre dans ce tableau? Je vais tout de même préciser que le modèle est une vraie personne. Il s'agit de Frédéric Hoff, qui a vécu à Prévorst, dans le territoire de l'actuelle Allemagne, et qui très tôt va dire percevoir des voix, des lumières, va être capable de prédire des événements. Donc, elle va attirer l'attention autour d'elle, notamment d'un médecin qui a aussi une activité de magnétiseur en parallèle, qui s'appelle Justinus Kerner, qui va s'intéresser à son cas et la suivre pendant près de 3 ans, de 1826 à 1829. Et en 1829, il va faire paraître un ouvrage dans lequel il pose le diagnostic de Frédéric Hoff, à savoir qu'elle souffre de somnambulisme extralucide, de somnambulisme artificiel. On est assez proche du somnambulisme artificiel depuis Ségur. D'ailleurs, Kerner, c'est quelqu'un qui a lu Mesmer et qui va aussi adapter ses théories. Gabriel von Max nous donne ici à voir une représentation assez ambiguë de Frédéric Hoff. On la voit allongée dans son lit, vêtue d'un bonnet et d'une chemise de nuit, le teint très pâle. Elle n'a pas d'expression faciale très marquée, mais regardez les paumes de ses mains, elles sont tournées vers le ciel, elles semblent être en communication avec un autre univers en état de transe. Durant ces épisodes de vision, Kerner va lui demander de les traduire sur le papier, d'où la présence de cette planche à dessin qu'on aperçoit au niveau des genoux de Frédéric Hoff. Alors, on ne le voit pas très bien à l'écran, mais on devine un motif circulaire avec des inscriptions, ce qui renvoie aussi aux dons artistiques dont je vous parlais, qu'on prêtait à certains somnambules en état de transe somnambulique. L'ouvrage de Justinus Kerner, qui s'appelle La voyante de Prévorst, va rencontrer un véritable succès dans l'Europe du 19e siècle. Il va vraiment renforcer ce mythe de la somnambule. Mais le 19e siècle, ce n'est pas que la vogue des somnambules, c'est aussi une période où on va s'intéresser à l'hypnose dans le monde médical, et c'est ce qu'on va découvrir dans la 3e salle. Dans cette 3e salle, on va voir que certains praticiens vont utiliser l'hypnose pour étudier les symptômes de leurs patients. Une personnalité qui s'est illustrée particulièrement dans ce domaine, c'est Jean-Martin Charcot, qui a été chef de service à l'hôpital parisien de la Salpêtrière, qui à cette époque rassemblait un asile d'aliénés et un hospice pour personnes âgées. C'est quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé dans l'étude des troubles nerveux et particulièrement de quelque chose qu'on appelait à l'époque l'hystérie. Et il va donc utiliser l'hypnose pour étudier ces sujets hystériques, comme on le voit sur cette petite gravure. C'est quelqu'un qui va produire une importante documentation de son travail, des croquis, des photographies, des moulages, qui vont se diffuser aussi dans des cercles pas uniquement scientifiques. Et c'est aussi en cela qu'on va avoir une porosité entre le monde médical et l'art à ce moment-là. Les artistes vont donc s'en emparer pour montrer des séances d'hypnose, pas seulement animées par Jean-Martin Charcot, on va le voir à travers un tableau de Georges Moreau de Tours qui présente une séance d'hypnose collective menée à l'hôpital de la Charité par un autre praticien qui s'appelle Jules Bernard Luys. C'est quelqu'un qui a utilisé particulièrement l'hypnose pour ses potentialités émotionnelles, relationnelles, et qu'on devine à l'arrière-plan avec sa redingote noire, ses cheveux blancs. Et il semble être en train de commenter la séance en cours à ses confrères. Mais ce qui intéresse véritablement Georges Moreau de Tours, c'est le panel de ses expressions faciales, de ses gestes, de ses attitudes, de ces fascinés de la Charité, de ces personnes qui sont hypnotisées. Alors là aussi, on vous propose un autre petit quiz, si vous voulez continuer à jouer avec nous, si vous êtes assez joueurs. On propose d'essayer de deviner par quel objet ces patientes sont fascinées, sont plongées en état hypnotique.
Donc, si vous voulez participer, hein, ça se passe toujours dans le petit onglet sondage qui se trouve sur la fenêtre latérale droite de votre écran. Je reviendrai bien sûr après sur l'objet qui est utilisé. Je vois que quelqu'un me fait une remarque sur la répartition des rôles entre les hommes et les femmes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment aujourd'hui quand on se penche sur le phénomène. Alors, il y avait aussi des hommes qui pouvaient être hypnotisés, mais là, effectivement, c'est un groupe qui est uniquement composé de femmes, mais des femmes qui ne sont pas toutes au même stade de plongée dans l'état hypnotique. D'ailleurs, ces stades, on en a une vision, un schéma à travers l'affiche qui est accroché à droite de la fenêtre, à l'arrière-plan, qui détaille des phases de la plongée en état hypnotique. Alors, les praticiens de l'époque ne sont pas tous d'accord sur le déroulé de ces phases, sur les dénominations, mais lui, ça va faire partie de ceux qui va participer à la théorisation de cette plongée en état hypnotique et son usage dans le domaine médical. Alors, si on se penche, par exemple, sur les femmes qui se trouvent à gauche du tableau, on se remarque qu'elles sont plutôt dans une phase d'endormissement, les yeux clos, le corps relâché. On s'approche plutôt ici de la phase de la léthargie. À l'inverse, au centre, on voit une femme qui lève les bras vers le ciel. Elle a aussi le regard tourné vers le plafond. Elle semble dans une phase plus extatique, peut-être sujette à des hallucinations, comme d'autres sujets qui sont représentés par Georges Moreau de Tours, comme cette femme qui semble se pencher vers l'avant, qui a les avant-bras qui sont levés. À l'inverse, dans le mouvement inverse derrière, on a une femme qui porte un haut rouge et qui semble plutôt effrayée par ce qui est en train de se passer. Ces hallucinations, elles peuvent apparaître notamment, selon Louis, en état de somnambulisme. Il appelle ça le somnambulisme lucide. Vous voyez, là aussi, on retrouve ce terme de somnambulisme. Et puis, il y a aussi des indices qui sont parsemés dans le corps des patientes, notamment les contractures musculaires qui peuvent intervenir en état de transe hypnotique chez des sujets dans les hôpitaux psychiatriques. Regardez cette femme qui porte cette robe rayée. Regardez ses mains, notamment sa main qui agrippe sa jupe. La main semble vraiment contracturée. On peut avoir des contractures bien plus extrêmes que cela, qui se retrouvent dans la phase cataleptique de l'hypnotisme. Donc, vous voyez un théâtre des passions humaines, des attitudes qui va vraiment intéresser Georges Moreau de Tours, qui se base d'ailleurs sur un cliché clinique pour réaliser son tableau. Ce n'est pas du tout le seul artiste à s'intéresser à ce dialogue entre hypnose, art et monde médical au XIXe siècle. On a beaucoup d'artistes qui vont s'éprendre pour ce domaine, qui vont utiliser des modèles hypnotisés. On va désormais faire un peu un bond dans le parcours de l'exposition, parce qu'on a un temps limité, donc on ne va pas avoir le temps d'explorer les sections 4 et 5 qui sont respectivement consacrées au lien entre hypnose et surréalisme et hypnose et cinéma. Mais si vous voulez prendre le temps ensuite de découvrir ces salles, ces œuvres, lire les textes explicatifs, vous pouvez bien sûr utiliser vous-même l'espace de modélisation 3D qui est disponible sur le site du musée. Constance vous a fait parvenir le lien, on va peut-être le remettre à plusieurs moments. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser, cet espace qui vous est laissé libre sur le site de l'institution. Donc, on fait un peu un bond dans le temps. On se retrouve dans les années 1960, où un nouveau chapitre de l'histoire de l'hypnose s'écrit, qui s'appelle l'hypnose ericksonienne, du nom d'un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson, qui va développer une méthode empirique qui rejette les cadres théoriques et qui s'oppose à une vision de l'hypnose basée sur un lien d'affection, de soumission entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Dans l'hypnose ericksonienne, on va redonner de l'autonomie au patient qui est capable de fixer les limites de l'expérience hypnotique. On va utiliser un guidage qui est moins directif aussi. Les personnes hypnotisées vont pouvoir aussi être capables de se former à l'auto-hypnose. Donc, on a aussi une dimension physiologique de l'hypnose qui revient sur le devant de la scène. Et cela, ça va intéresser plus particulièrement un courant de l'art cybernétique qu'on appelle l'art optique ou op art en anglais, qui va rejouer la plongée dans l'état hypnotique en proposant des phénomènes de perturbation visuelle très forts à son public.
Dans ces phénomènes de perturbation visuelle, on va avoir une perte des sensations neuromotrices, on va se sentir isolé de son environnement si on contemple de façon approfondie ces œuvres. Et c'est en cela que les œuvres d'art optique s'approchent de la plongée en état hypnotique. On va s'intéresser plus particulièrement à une œuvre de Joël Stein qui s'intitule « Mouvement circulaire ». Alors, comme son nom l'indique, c'est une œuvre qui est cinétique. On va d'ailleurs vous montrer une vidéo de l'œuvre en mouvement. Et là aussi, on vous propose un petit jeu. C'est d'essayer de ne pas vous laisser perturber par l'œuvre et d'essayer de décrypter dans quel sens tournent les éléments métalliques que vous devinez déjà et qui sont collés à ce panneau accroché au mur. Ma binôme me fait remarquer que je suis allée un peu vite en besogne et j'ai oublié effectivement de répondre au précédent quiz alors que je vous pose déjà un nouveau quiz. En réalité, l'objet qui a été utilisé dans le tableau de Georges Moreau de Tours s'appelle un miroir aux alouettes. C'est un objet qui est utilisé aussi par les chasseurs pour attirer les oiseaux. Et c'est composé d'éléments rotatifs sur lesquels sont collés des morceaux de miroir, ce qui crée une surface lumineuse mobile qui, si on la fixe longtemps, est susceptible de nous plonger en état hypnotique. Donc, c'est cet objet-là qui est utilisé par Louis. On va maintenant pouvoir découvrir l'œuvre de Joël Stein. Alors, la vidéo risque peut-être d'être un peu longue. Comme on a le partage d'écran, on va tenter, mais si c'est un peu long, on vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour essayer de voir la vidéo vous-même sur vos ordinateurs et pour essayer de répondre aux petits quiz qu'on vous proposait. Donc, c'est une œuvre mouvement circulaire qui permet aussi de parler des objectifs qui sont recherchés par l'artiste, qu'il partage avec d'autres artistes d'ailleurs de l'art optique. Il a fait partie, Joël Stein, notamment d'un groupe artistique qui s'appelle le groupe de recherche en art visuel, qui poursuivait des objectifs de perturbation visuelle et de stimulation rétinienne, de stimulation de la rétine. Pourquoi? Pour essayer de sortir le public de son état d'aphasie habituel, cette espèce de regard respectueux devant les œuvres. Les gens ne savaient pas forcément quoi faire, quoi dire. Sortir aussi de ce rapport sacralisé à l'artiste pour instaurer un dialogue beaucoup plus direct entre l'œuvre et le spectateur qui s'adresse non plus à un public élitiste, mais au plus grand nombre, essayer d'introduire l'art dans le quotidien. Sortir de cet état d'aphasie par des phénomènes visuels particulièrement importants. Alors, ça peut passer aussi par des œuvres qu'on peut activer. Il y a dans certaines œuvres une part d'interactivité. Alors ici, ce n'est pas le cas pour l'œuvre de mouvement circulaire, mais si on la fixe pendant longtemps, on peut plonger dans un état qui est proche de l'hypnose, puisque l'œuvre est basée sur des jeux d'ombre et de lumière. On a ces éléments métalliques qui sont en rotation. Alors, on a un élément central qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que les deux autres éléments qui se trouvent de part et d'autre tournent dans le sens inverse. Et donc, on a des mouvements contradictoires et répétitifs qui sont d'ailleurs dédoublés par les ombres portées des tiges métalliques sur le panneau latéral. Et donc, si on regarde de façon prolongée cette œuvre, on peut avoir un effet d'engourdissement, une perte des sensations neuromotrices, donc s'approcher d'un état qui peut être proche de l'hypnose. Vous voyez, dans cette section, ce n'est pas la seule œuvre qui peut avoir des vertus hypnotisantes qui peuvent plonger, perturber en tout cas visuellement le public. On le voit notamment à travers cette grande spirale au sol, qui n'est pas un élément de scénographie, mais une œuvre de Marina Apollonio qui fonctionne, comme vous pouvez le voir en vignette avec cette petite vidéo, lorsqu'on prend le temps de déambuler et de regarder l'œuvre pendant un certain temps. Donc, dans les années 1960, les artistes s'emparent de l'hypnose, redécouvrent sa dimension physiologique, et dans la décennie suivante, dans les années 1970, un nouveau pas est franchi. Les artistes décident d'utiliser l'hypnose comme un médium en lui-même. C'est une période
où on a une nouvelle conception de l'art qui émerge, d'un art qui se vivrait comme une expérience. Et l'expérience hypnotique peut devenir, elle aussi, une expérience artistique. Alors, on en a 2 exemples dans les 2 sections monographiques qui suivent, qui sont consacrées à 2 artistes contemporains qui se plongent en état hypnotique pour explorer leur identité, explorer aussi l'altérité. Alors, c'est le cas dans la petite section de Larry Miller que vous avez sous les yeux, mais on va s'intéresser plus particulièrement à la section suivante, consacrée également à un artiste contemporain américain qui s'appelle Matt Millikan, qui est né en 1951 et qui commence à utiliser l'hypnose à partir du milieu des années 1970. Il va d'abord faire hypnotiser des acteurs dans le cadre d'une performance publique, puis il va se faire hypnotiser lui-même lors de performances devant des spectateurs, puis il va se former à l'auto-hypnose et créer en état de transe hypnotique dans son atelier. La plupart des productions graphiques que vous avez sous les yeux résultent de ces phases d'auto-hypnose. Ces productions graphiques, elles prennent place notamment sur ces draps suspendus qui créent une architecture un peu labyrinthique, une installation dans laquelle le visiteur est invité à déambuler. Ces draps, mais aussi la malle qui contient 2 oreillers que vous devinez dans un coin de la pièce, renvoient à l'espace de la chambre. L'espace de la chambre, c'est l'espace par excellence de l'inconscient, de la sexualité, un endroit où on peut devenir un autre. Et c'est l'objet des expériences hypnotiques de Matt Millikan, qui, vous voyez, à travers ses productions graphiques, qui mêlent dessin, calligraphie, graffiti, qui font penser aussi bien à l'écriture enfantine qu'au dessin médiumnique, au dessin automatique, où la main devient le tracé d'une puissance extérieure. On peut penser aussi à l'écriture des fous, au graffiti psychédélique, à l'art nouveau également, avec son motif fétiche de la volute. Donc, beaucoup de comparaisons sont possibles, mais Matt Millikan incombe toutes ces productions à une personnalité alternative qui émerge en état de transe hypnotique. Il dit que lorsqu'il est en état de transe hypnotique, il devient une autre personne qu'il ne nomme pas vraiment. Il l'appelle that person, cette personne, qui est responsable, selon lui, des productions graphiques que vous avez sous les yeux. Alors, on apprend certaines choses sur that person. En réalité, on est un peu dans son atlas mental dans cette installation. On apprend notamment qu'il aime bien le café chaud, où on a un message écrit sous les yeux, I love drinking hot coffee, j'aime boire du café chaud. Mais ce va de personne, en réalité, il résulte de la plongée successive de Matt Millikan dans différentes personnalités. Matt Millikan se plaît à plonger dans la peau de différents personnages, à hybrider ces identités, à les mélanger et à les synthétiser autour de cet autre, de ce that person. Alors, on en a des exemples. Matt Millikan, d'ailleurs, dit lui-même qu'en état hypnotique, il peut devenir un homme ou une femme, un adulte ou un enfant, être républicain ou démocrate, ou les deux à la fois. Sur le drap qu'on a face à nous, on est plutôt face à une personnalité qui aime bien sa routine bien ordonnée et pour lequel la valeur travail est particulièrement importante. On le voit notamment en haut à gauche avec ce message « Working hard », travailler dur, ou encore en bas au centre, Wall Street Journal today, I love to read the Wall Street Journal and make money. Jour de Wall Street aujourd'hui, j'aime lire le Wall Street Journal et faire de l'argent. Là, on a l'impression que Matt Millikan se plaît à devenir trader, un trader de Wall Street, le temps de cette expérience hypnotique. À l'inverse, il profite aussi des plongées régressives qui sont possibles en état d'hypnose pour redevenir un enfant qui se plaît à dessiner sa maison entourée d'arbres pendant l'hiver. C'est ce qu'on voit sur cet autre drap. Donc, un jeu sur les clivages identitaires. Matt Millikan se plaît aussi à devenir romantique en état d'hypnose. On a un autre drap, on découvre qu'il a recopié des paroles d'une chanson d'amour, une chanson de Saul, qui s'appelle Heat Wave. Love is like a heat wave. Canicule, l'amour, c'est comme une canicule que vous définez à droite au fond.
Donc, vous voyez des personnalités très différentes, une espèce de malice dans cette plongée dans différentes personnalités qui sont hybridées, synthétisées autour de that person, de cet autre que Matt Millikan dit devenir être en état d'hypnose, dont on découvre un peu la psyché, d'ailleurs synthétisée autour de 4 grandes maximes qui donnent son nom à l'installation: Love, Truth, Work and Beauty, amour, vérité, travail et beauté. Je vais vous lire d'ailleurs les maximes de Matt Millikan, qui nous permet donc de rentrer un peu dans son esprit, ou plutôt that person. Love is number one, l'amour est numéro 1. Truth is for everyone, la vérité c'est pour tout le monde. Work is hard and important, le travail c'est dur et important. Ou encore, beauty is everywhere, la beauté est partout. Donc là, en fait, on déambule un peu dans un espèce d'atlas mental légèrement humoristique, et Matt Millikan se plaît à repousser les frontières de la subjectivité qui n'est plus une et indivisible. Il repousse aussi les frontières du réel et de la fiction. Ce n'est pas vraiment ce qui relève du réel ou de l'hallucination, mais ce qu'on peut voir, en tout cas, plus simplement, c'est l'imagination au travail en réalité, avec ces traces physiques de ces déambulations mentales en état d'hypnose. Ressortons maintenant de la chambre mentale de Matt Millikan pour découvrir la dernière section de l'exposition. Et je vais répondre à deux questions. Une question. Alors, on demande si l'exposition sera de nouveau proposée au musée d'art. Non, mais un catalogue d'exposition est à retrouver dans la boutique du musée. C'est un ouvrage qui est extrêmement complet, qui a été rédigé par Pascal Rousseau, qui est commissaire de l'exposition Hypnose, et que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est vraiment un ouvrage très complet sur la question, avec de nombreuses illustrations de qualité et qui permet vraiment d'aller au-delà de la visite que je vous propose aujourd'hui. On pénètre désormais dans la dernière section du parcours historique qui retrace les liens entre hypnose et art contemporain. On découvre des artistes qui font eux aussi l'expérience de la déconnexion psychique. On a également des artistes qui se forment à l'hypnose pour faire de l'expérience hypnotique une expérience artistique, parfois même sans produire de forme. Et enfin, on a aussi des œuvres qui proposent des clins d'œil à l'histoire de l'hypnose, qui montrent encore un nouveau rapport entre hypnose et art. On va le voir plus particulièrement à travers une œuvre d'Alain Séchat, qu'on va essayer aussi de vous faire découvrir en vidéo. Si la vidéo est un peu longue, on va aussi vous partager le lien de la vidéo de l'œuvre en mouvement qui a été réalisée dans l'espace d'exposition d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une œuvre cinétique et qui délivre aussi un message. On va essayer d'ailleurs de vous montrer la vidéo de l'œuvre si cela fonctionne, et on va vous demander de prêter l'oreille, de tendre l'oreille pour essayer de décrypter là aussi le message, mais un message sonore. Si vous pensez avoir identifié la phrase prononcée par l'œuvre, n'hésitez pas à participer à notre dernier petit quiz proposé dans l'onglet sondage. Alors, on va essayer maintenant de lancer la vidéo de l'œuvre d'Alain Séchat, puis ensuite je reviendrai bien sûr sur l'œuvre. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Je ne sais pas si vous avez pu identifier la phrase prononcée dans l'œuvre d'Alain Séchat. Je vois qu'il y a déjà des participations également dans le chat. Alors en réalité, on a un magma sonore dont émerge peu à peu une litanie, et puis on a des changements de rythme aussi avec cette spirale qui rentre en mouvement. Et émerge de ce magma et de cette spirale la phrase suivante: tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
qui est la fameuse litanie volontariste d'Émile Coué, qui était un psychothérapeute et pharmacien qui a vécu entre la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, et qui s'est rendu célèbre par une méthode d'autosuggestion qu'on appelle la méthode Coué. C'est quelqu'un qui, tout d'abord, a une activité de pharmacien et qui s'est rendu compte que lorsqu'il délivrait des remèdes à ses patients, s'il les accompagnait de paroles encourageantes, il avait le sentiment que ces paroles encourageantes avaient véritablement un effet sur l'état des patients qui venaient le voir. C'est ce qu'on appellera plus tard l'effet placebo qu'Émile Coué a pressenti assez tôt. Puis il va s'installer à Nancy. C'est une étape importante dans sa biographie parce que Nancy, à ce moment-là, c'est un des hauts lieux médicaux de l'hypnose médicale. Émile Coué va suivre plusieurs cours de cette école de Nancy, notamment menée par quelqu'un qui s'appelle Hippolyte Bernheim, qui est présenté comme le grand rival de Jean-Martin Charcot, dont je vous parlais tout à l'heure. Jean-Martin Charcot qui, lui, utilisait l'hypnose pour observer ces sujets hystériques. Et Hippolyte Bernheim, quant à lui, va vraiment se concentrer sur la notion de suggestion. Émile Coué, vers les années 1910, va développer véritablement sa méthode, la méthode Coué, cette méthode d'autosuggestion qui est basée sur la répétition, tenez-vous bien, 20 fois de suite, les yeux fermés de cette phrase, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, le matin quand on se lève et le soir quand on va se coucher. Et la mécanicité de la répétition est véritablement importante pour Émile Coué parce qu'elle procède de l'efficacité de la méthode. Alain Séchat, ici, la double par la mécanicité de la spirale et il crée avec un brin d'humour une sorte de machine à aller mieux que je vous invite vraiment à découvrir en vidéo à travers le lien que vous a communiqué Constance parce que c'est une œuvre qui est assez puissante visuellement, en tout cas qui était très appréciée des visiteurs dans l'espace d'exposition. C'est une œuvre qui s'intitule Hommage à Émile Coué et c'est une commande des psychiatres de Nancy. Une œuvre qui date de 2006 et qui, comme son titre l'indique, rend hommage à cette figure médicale. On va maintenant ressortir du parcours historique de l'exposition pour découvrir l'installation de Tony Horsler dans la chapelle de l'Oratoire. La chapelle de l'Oratoire, c'est un bâtiment qui date du XVIIe siècle et qui est utilisé par le Musée d'Art de Nantes comme espace d'exposition temporaire. Et on va maintenant découvrir l'installation de Tony Horsler qui investit l'ensemble de l'espace de la chapelle, qui est composé de 13 œuvres. Ces différentes œuvres, elles montrent d'ailleurs la variété des supports qui sont utilisés par l'artiste, qui aime jouer avec la sculpture, la peinture, la photographie, et aussi ses projections vidéo, ces œuvres cinétiques qui font de lui un grand artiste de l'installation. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a fait évoluer l'art de l'installation en ajoutant une dimension théâtrale. Il utilise notamment les projections vidéo sur des supports assez inusités. Dans l'espace de la chapelle, on avait des vidéos au sol, des vidéos au mur, des vidéos au plafond. Et le visiteur était plongé dans une ambiance sonore qu'on va vous faire découvrir assez brièvement. Une ambiance sonore qui est véritablement très prenante, vous allez le voir, qui est à la fois oppressante, ironique, burlesque. Ce son que vous entendez, il est produit par les différentes œuvres de l'installation, qui sont souvent des œuvres sonores, et les visiteurs baignaient véritablement dans cette ambiance sonore qui répond aussi à l'esthétique que vous découvrez peu à peu, une esthétique oppressante, à la fois ironique, burlesque, qui frôle parfois avec le kitsch également, mais c'est entièrement assumé par l'artiste qui cherche à perturber son public, perturber ses visiteurs, les faire hésiter entre le rire sarcastique et la gêne. On va s'intéresser plus particulièrement à une œuvre qui montre bien le rapport avec le parcours historique et aussi l'enracinement dans des questionnements plus actuels.
Tony Horsler, c'est d'ailleurs quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à l'usage des nouvelles technologies et du big data. On va le voir à travers une transposition d'une invention du marquis de Puységur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le disciple de Mesmer, qui, au début de ses recherches, lorsqu'il s'intéresse au magnétisme animal, va faire venir ses patients dans son domaine de Buzancy et va utiliser un arbre magnétique pour créer une chaîne magnétique. Les patients se raccordaient à l'arbre à l'aide des cordes que vous devinez qui pendent le long des branches. Transposé au XXIe siècle, cet arbre magnétique peut se lire comme une métaphore d'une étape embryonnaire qui annonce la toute-puissance actuelle de l'audiovisuel. Hier, Puységur créait une chaîne magnétique avec ses patients qui se réunissaient autour de cet arbre, mais aujourd'hui, la chaîne magnétique, c'est le web, c'est la toile électronique, c'est les différents diffuseurs auxquels nous sommes connectés quasiment en permanence et qui ne cessent de nous bombarder de nouveaux contenus à consulter, à liker, etc. Dans cette œuvre qui est une sculpture, on a une incrustation vidéo qui prend corps dans un creux de l'arbre où on devine une bouche en gros plan, une bouche qui est animée d'ailleurs, qui semble nous murmurer des choses, nous chuchoter des choses. Et cette bouche, on peut la voir comme le sommeil de la raison, le sommeil artificiel de la raison provoqué par des drogues, par l'abrutissement médiatique dont je vous parlais à l'instant. Mais on peut aussi y voir le trou dans lequel tombe Alice au pays des merveilles et qui lui permet ce voyage dans l'inconscient. Bien que Tony Horsler semble fasciné, mais aussi s'amuser des théories de Mesmer et de ses disciples, il se rappelle aussi que cette époque du magnétisme animal, du somnambulisme artificiel, a permis de déceler le pouvoir de l'esprit sur le corps, et cela a ouvert la voie bien plus tard à la psychanalyse. Tout cela est un long cheminement. Pour conclure, on peut dire que cette esthétique burlesque, kitsch, ironique, oppressante, elle est très présente, mais au-delà de cette esthétique qui prend corps dans l'installation, l'expérience sensible qui est proposée aux visiteurs, elle cherche à éveiller leur conscience sur les modalités de contrôle des esprits d'hier, du XVIIIe siècle, mais aussi d'aujourd'hui. Et en cela, elle fait écho au parcours historique de l'exposition qui retrace ces relations entre hypnose et art qui se cristallisent à travers des émotions très différentes, parfois contradictoires, entre peur, fascination, diabolisation, source d'inspiration, voire source d'amusement. Voilà, ma visite touche à sa fin. Peut-être avez-vous d'ultimes questions? On m'en transmet une. Avez-vous travaillé avec le CITI44, le Centre d'hypnose ericksonienne de Rezé? Alors, pas à ma connaissance, mais je sais que certains professionnels de l'hypnose sur le territoire nantais avaient connaissance de l'exposition hypnose et s'y sont intéressés parce que, je vous le disais en introduction, c'est une thématique qui a été encore très peu traitée par les musées. Moi, je ne suis pas issue du monde médical, mais je me suis plongée aussi dans la thématique pour préparer ces différentes visites, pour travailler aussi sur les supports de médiation écrits. Peut-être d'ultimes questions? Eh bien, je n'ai pas l'impression. Alors, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Vous étiez 60 personnes, donc pour une première, c'est super. Donc, veuillez nous excuser pour les petits couacs de son et de vidéo. Voilà, c'était les joies de la première fois et du direct. On espère que vous avez apprécié ce moment. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez retrouver le replay une fois que la session sera terminée. Vous aurez un mail. Ce sera également disponible sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à retourner voir cette version virtuelle de l'exposition. Également, à vous procurer le catalogue. Donc, il y a 2 catalogues. Le catalogue général de l'exposition, donc qui a été rédigé notamment par Pascal Rousseau, le commissaire, et aussi un catalogue sur Tony Horsler, sur son installation. Donc, vous pouvez trouver tout cela à la librairie boutique du musée. Juste pour terminer, donc on était sur un temps de nocturne. Alors là, ce n'était pas une nocturne réelle au musée, c'était une nocturne virtuelle, mais tous les jeudis soirs, de 19h à 21h, le musée est ouvert gratuitement et propose une programmation événementielle. Donc, vous aurez très vite, à partir de la semaine prochaine, les prochains temps forts, avec notamment un gros temps fort le 2 décembre, qui est une grande méditation au musée. Donc, vous pourrez assez vite vous inscrire et
Je vous encourage à vous rendre à cet événement parce que ça peut être une expérience assez incroyable et assez nouvelle, encore une fois, pour nous, pour le musée. Autre événement qui n'est pas en lien avec le jeudi soir, mais vous avez de la danse aussi le samedi 13 novembre au musée. Donc, vous voyez, il se passe beaucoup de choses. Donc, vous pouvez aller sur le site internet du musée pour découvrir cette programmation, sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook. Et vous avez aussi la possibilité, en vous rendant au musée, d'avoir un petit programme papier qui vous est remis. Donc, merci encore. Passez une très bonne soirée avec plein d'hypnose dans la tête et peut-être à une prochaine pour une prochaine visite virtuelle. Bonne soirée.